Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Festival Atmosphère, 14e édition déjà. Bienvenue à celles et ceux qui sont avec nous dans la salle ici au centre événementiel de Courbevoie et également aux personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous allons parler de nouveaux récits, nouveaux imaginaires pour cette rencontre et juste en introduction, il me semblait important de peut-être juste se redire entre nous que de tout temps, les histoires ont été au cœur de nos sociétés. Ces histoires, elles émerveillent nos enfants au moment du coucher et elles leur permettent de nourrir leurs imaginations. Elles laissent libre cours aux idées et élèvent les convictions. Elles offrent des espaces de liberté là où parfois celle-ci est contrainte et fragilisée. Et puis, elles nous permettent tout simplement de faire société. La transition écologique qu'on sait nécessaire et indispensable ne peut réussir sans une transformation profonde de nos récits collectifs. Face aux défis environnementaux, les chiffres, mais également les constats scientifiques ne suffisent plus pour embarquer plus largement. Nous devons réinventer notre manière de raconter le monde, de projeter des futurs désirables et inclusifs. Et que ce soit à travers l'art, la culture ou la science, on en aura des beaux exemples tout à l'heure. Il nous faut créer des histoires qui redonnent aux citoyens, qui vous redonnent le pouvoir de rêver et de bâtir à la fois un avenir responsable et désirable pour que tous ensemble, nous puissions écrire ce nouveau chapitre pour une planète vivante et pour des sociétés résilientes. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir des femmes et des hommes qui œuvrent chacune et chacun à leur manière aux nouveaux récits, aux nouveaux imaginaires, dans une démarche authentique et sincère. Juste avant de démarrer la table ronde, on va avoir une première partie introductive qui est importante, qui est essentielle pour bien recontextualiser le projet. Et on va revenir sur notamment l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Et pour ce faire, je suis très heureuse d'accueillir deux super nanas. Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME, et également Valérie Zoido, autrice, réalisatrice et cofondatrice de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Bonjour, les Valérie. Bonjour. C'était il y a un an, on était en mars 2023 précisément, et lancé donc l'Assemblée citoyenne des imaginaires, présentée comme une démarche pionnière, mais également expérimentale, d'écriture collective pour justement imaginer les fictions du monde à venir. Est-ce que vous pouvez peut-être très rapidement, pour celles et ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec l'Assemblée, nous rappeler la genèse de ce beau projet ? Alors la genèse, c'est déjà notre rencontre avec Valérie Martin, hein, ce qui est déjà essentiel. On s'est rencontrés aussi à l'occasion du livre qu'on a écrit sous la direction de Karine Dartic-Perrault, qui est dans le public, qui s'appelait donc Nouveaux mythes, nouveaux imaginaires pour un monde durable. Je sais qu'on va en reparler, mais c'est important de rappeler ça parce que finalement, en fait, ce sont des questions qu'on a traitées depuis très longtemps, notamment avec l'Institut des futurs souhaitables. Et donc voilà, on est des pionniers avec plein d'autres en fait. Et en tout cas, ça a nourri des intuitions et notamment une intuition qu'on avait avec Valérie, qui était que en fait, on était arrivé à un moment clé. Où il fallait déjà aller voir auprès des scénaristes pourquoi, alors qu'on avait tous les éléments pour passer à l'échelle, il n'y avait pas ces nouveaux imaginaires-là sur les écrans. Donc Valérie, dans un premier temps, m'a demandé de faire une enquête qui a abouti à un rapport. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé ici, donc je ne vais pas revenir dessus. Et dans ce rapport, on s'est dit, ok, en fait, il faut absolument impliquer les citoyens pour créer une culture populaire, finalement, de cette société-là régénérative, compatible avec le vivant, et surtout qu'on arrive à rassurer les producteurs et les diffuseurs que les citoyens veulent ce monde-là, veulent ces histoires-là. Et donc, l'excuse de « ça plaira jamais au public » quand on propose un nouveau récit ne marche plus. Voilà, c'est plus entendable. C'est plus entendable. Alors, dans un langage marketing, en gros, on a fait une sorte d'étude de marché avec les citoyens, où les citoyens, dans le questionnaire, on a eu quand même 50 000 contributions, vraiment nous disent « oui, on a vraiment envie de remettre en question le capitalisme, on a envie de valeurs plus féminines, et encore une fois, il ne s'agit pas de genre, mais des valeurs d'empathie, d'écoute,
de courage, d'intuition. On a envie de personnages qui changent, qui sont plus coopérants, de passer d'une pensée linéaire à une pensée circulaire. Enfin voilà, c'est une manière de prendre la température de la société et de se dire ok, on va le faire, et on sort des il faut que yaka, on sort de recettes de cuisine, on sort d'une démarche où on est dans le top-down, et là c'est vraiment une révolution citoyenne et pas une révolution bourgeoise comme les révolutions ont l'habitude de l'être, quoi, y compris la Révolution française. Valérie, tu voulais compléter ? Oui, peut-être. C'est intéressant parce que à l'ADEME, on est une agence d'expertise. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ADEME, c'est un établissement public qui est sous tutelle de deux ministères aujourd'hui, transition écologique, énergétique, prévention des risques d'une part, et puis enseignement supérieur et recherche d'autre part. Donc, qui veut dire agence d'expertise, veut que la rationalité, les éléments rationnels, le discours de sachant aussi soit beaucoup au centre. Et il se trouve qu'à cette période-là, il y avait un très gros travail de prospective, Transition 2050, qui était lancé, et qui est un travail qui permettait de mettre en perspective, cette fois-ci, les modes de vie pour qu'on arrive à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et la vraie question qui était posée au travers cet exercice de prospective, c'était dans quel monde voulons-nous vivre ? Quel mode de production, quel mode de consommation, quel mode de vivre ensemble ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, Valérie le traduit avec ses mots, mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui est ultra consumériste, qui est le plus souvent technosolutionniste, qui est illimitiste, la croissance infinie, comme si toutes les ressources qui étaient là étaient complètement infinies, et terriblement individualiste. Or, il faut qu'on apprenne à refaire société, parce qu'on a vraiment une crise, le monde actuel, c'est une crise des relations au monde, à la société telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi aux autres et à tous les autres. Et en particulier, celle qui est qu'on s'est trop longtemps cru comme étant en dehors du vivant. Or, on est une espèce qui fait partie du vivant. Donc, il y avait tout ça aussi dans le travail qui nous animait, c'était comment on allait passer d'une réflexion qui s'appuyait principalement sur des arguments rationnels, je veux dire, avec des termes qui pouvaient être plus ou moins sachants. On a parlé d'économie circulaire. À l'époque, il y a une dizaine d'années, économie circulaire, c'était pas un terme qui était mainstream comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous auriez par exemple l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Il y a tout un tas de vocabulaire qui est qui crée une sorte de séparation. Voilà. Et puis, on a la tonne équivalent CO2, etc. Et puis, on a tout un tas de récits ultra dystopiques qui sont là et qui nous envahissent. Ce qui fait que, entre des chiffres ultra rationnels, mais qui signifient rien, un monde dystopique dans lequel on essaye de nous projeter, mais qui, en fin de compte, nous fait peur plutôt qu'autre chose, eh bien, on se rend compte qu'on n'avait sans doute pas assez utiliser le ressort de l'émotionnel, mais plus encore que ça, le ressort du sensible, pour pouvoir faire s'émerveiller les gens, pour pouvoir les empuissanter, leur dire, voilà, projetons-nous dans un futur désirable et co-construisons-le ensemble. Et quand tu parles, juste une précision importante, quand tu parles d'émotion, ne pas nécessairement être dans le registre de la peur et de la colère, d'être justement dans quelque chose de plus positif. Comme celui de la joie, par exemple. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça va être une vision bisounours. Ça aussi, c'est extrêmement important à avoir en tête. Ce qu'on essaye de dire, c'est que ce qu'on a envie de faire émerger, ce sont des récits, pas un récit. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons un seul récit, c'est consommer, c'est le bonheur. Or, comment est-ce qu'on va faire pour faire émerger des contre-récits qui soient aussi puissants? Et il en existe plein. C'est ça qui est fantastique. Mais comment on fait pour les faire connaître, pour les faire partager, et pour montrer que demain, ça peut être quelque chose qui soit vraiment pas mal du tout, et qui, en tout cas pour lequel on a tout à gagner. Et c'est pas uniquement être dans l'utopie que de dire ça. Pour en revenir à l'Assemblée, vous en êtes où aujourd'hui si on fait un point étape ? Déjà, en quelques chiffres, donc 50 000 contributions citoyennes, 150 textes qui ont émergé, donc des ateliers dans toute la France, 5 synopsis
enfin qui sont des bibles, comme on dit dans le jargon de l'audiovisuel. Et là, on est vraiment dans la vraie démarche classique d'un parcours de production, c'est-à-dire qu'on cherche des coproductions, des diffuseurs, pour vraiment, autant que faire se peut, tenir notre promesse, qui était donc de faire un blockbuster par les citoyens et pour les citoyens. Donc voilà, ça prend du temps quand on est dans la démarche, effectivement, de production. Et tu t'évoquais 150 textes citoyens. Il y a également l'envie, j'ai envie de dire, de pouvoir en faire un livre. Oui, alors après, bon, tout ça, évidemment, se finance. C'est le nerf de la guerre. Mais effectivement, dans l'absolu, les textes citoyens sont vraiment sublimes. Moi, je vous avoue que quand j'ai un petit coup de mou, et ça m'arrive assez souvent en ce moment, je relis les textes citoyens. Et en fait, ça me donne énormément de baume au cœur. Parce que d'abord, je suis extrêmement touchée de la démarche de ces citoyens qui ont fait ça d'une manière anonyme, désintéressée, et qui ont vraiment et généreuse, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cœur. Et ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment un voyage dans le futur. Parce que effectivement, le concept des ateliers, c'était déjà de faire un voyage, donc de se souvenir du futur et de répondre à cette question de quoi je rêve pour moi et pour le monde. Et c'est vrai que quand finalement on prend le temps de vraiment rêver et d'accueillir une information sans qu'elle soit justement perturbé par un sentiment de peur ou par de la colère, en fait, on est vraiment capable de faire un voyage dans le futur et d'avoir des visualisations assez incroyables. Et ça a été le cas des citoyens. Et donc, c'est vrai que ça peut valoir le coup de faire partager ces textes, de les imprimer, que ça soit un bouquin. Il y en a 2 qui viennent d'être publiés dans le livre des Utopiennes. Donc déjà, c'est énorme. Mais en tout cas, voilà, si on pouvait honorer ce travail des citoyens, moi, ça me mettrait en joie. Juste pour dire, Les Utopiennes, c'est aux éditions La Mer Salée. C'est édité par Yannick et Sandrine Roudot. Si vous ne connaissez pas, c'est la 2e édition. C'est un ensemble de nouvelles, justement, qui sont écrites par des gens extrêmement différents les uns des autres. Et ces textes sont absolument splendides. Ce qui montre bien que faire évoluer nos imaginaires, nos récits, ça passe notamment par les acteurs culturels, ça peut passer par des films, des séries, de l'art contemporain, on voit aussi émerger pas mal de choses, des écrivains, mais aussi du jeu vidéo ou autre. Et progressivement, on voit bien que ça va gagner l'ensemble des différents types d'art, et ça, je trouve que c'est assez merveilleux. Peut-être pour compléter ce que dit Valérie, ce que j'avais trouvé assez intéressant, c'est aussi dans le travail qui était le nôtre, merci Valérie, c'est le fait qu'on est plongé au cœur même du vécu des citoyens. Ils ont accepté de nous livrer une part d'eux-mêmes. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, ça se travaille, hein, ils ont accepté de faire le pas de côté. Alors, le collectif Zanzibar, il vous dirait, ils ont désincarcéré le futur. C'est très beau. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Ils se sont libérés et ils se sont enlevés les chaînes qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours enfermé dans ce récit dominant. Et ils se sont dit, et si ? Et c'est ça que je trouve absolument fantastique. Et ils ont accepté d'être dans un triptyque de création qui est quand même assez fantastique, assez unique. Peut-être que vous ne le connaissez pas assez, mais dans cette Assemblée citoyenne des imaginaires, on est parti des citoyens. Ensuite, on est tombé sur les experts qui les ont formés. Puis, on est allé voir des scénaristes professionnels. Tout le monde s'est répondu. C'est quand même pas si simple que ça pour un scénariste professionnel d'avoir des scénarios qui venaient du grand public. Au départ, c'est quand même assez unique. Ah, oui. Et ce côté hybride là, ça montre bien qu'il y a un intérêt très fort et une attente très forte dans la co-création. Et je pense que là-dessus, on le voit bien aussi, c'est qu'on a fait des expériences pour essayer d'apprendre aux gens à co-écrire. Et il n'y a pas que nous. On le voit de plus en plus sur le terrain, même dans des collectivités territoriales. Je pense à Lyon, à ce qu'ils ont fait sur l'eau. Je pense aussi à plein d'autres ateliers dans d'autres collectivités territoriales, sur le Parlement de Loire, etc. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix, parce que ce sont des gens qui viennent d'horizons différents et qui acceptent de partager avec les autres pour co-construire. Je pense que c'est un des très beaux enseignements de notre expérience.
On va accueillir nos invités, nos 3 prochains invités dans 2 minutes. Je voulais juste vous poser une dernière question. Vous l'avez évoqué toutes les deux en introduction. On peut dire que vous êtes un peu précurseur, parce qu'en 2015, en effet, il y a cet ouvrage auquel vous participez, Nouveaux mythes, nouveaux imaginaires pour un monde durable. Et on a la chance d'avoir Karine d'Arctic-Pérou qui a dirigé ce projet. Elle est avec nous en salle. Presque 10 ans après, on parle que de ça. À bon ou moins bon escient, j'ai envie de dire. J'ai envie de vous poser la question, quel est votre regard justement aujourd'hui sur la manière dont est appréhendé de manière plus globale ce sujet des nouveaux récits, nouveaux imaginaires? Déjà, c'est une bonne nouvelle qu'on parle que de ça, dans le sens où ça veut dire que malgré tout, finalement, il y a une sensibilisation du grand public et d'un écosystème du changement sur l'importance des émotions, sur l'importance du récit, et donc sur l'importance de ce que tu as dit au début, c'est-à-dire faire récit, c'est faire société. Et, le petit risque, c'est de tomber dans une forme de récit washing, si tu veux, dans le sens où il faut qu'on soit clair au niveau des intentions de pourquoi on fait ça, parce qu'une chose, effectivement, c'est de parler de récits, et une autre, c'est de les faire. Et là, c'est pas du tout pareil. D'abord, construire un récit ou faire un récit, ça demande du temps, ça demande beaucoup de sueur et de larmes. C'est un vrai travail, en fait, la construction d'un récit. Je vois, il y a quand même beaucoup de souffrance chez les scénaristes, ou même chez les... il y en a qui sont au RSA. C'est pas facile de faire financer leur récit. C'est une vérité, en tout cas. Voilà, donc, faire produire... là, maintenant, moi, j'ai pris aussi un peu la casquette de productrice. C'est super dur aussi. C'est un saut dans l'inconnu, etc., etc. Donc, voilà, pour faire un récit, c'est important aussi de le fabriquer et de le soutenir et de le produire et de le diffuser. Et donc, soutenir les nouveaux récits, c'est pas que en parler, c'est en fait les financer. Valérie, toi, tu insistes sur la notion de transformation. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que dit Valérie quand elle parle de récit washing, on parle de narrative washing, etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que soit le récit, il est transformatif, soit c'est un simple storytelling. C'est pas mal le storytelling, mais c'est pas un récit. C'est un coup de com'. Et dans ces cas-là, on essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ça pose une vraie question. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est le risque principal, notamment quand on lit les travaux de Raphaël Lorca sur les marques, que je trouve extrêmement intéressant, avec tout ce qui est lié à la publicité. Dans le domaine des marques, de la publicité, on voit bien que les récits, etc. Certains sont sincères, certains ont envie véritablement d'aller vers une transformation. D'autres, on sent que ils se saisissent de ce terme parce qu'il est tendance, mais peut-être rien d'autre. Et puis, le récit, ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'avoir l'humilité de dire, on a avancé jusque-là, mais on n'a pas pu aller plus loin. C'est pas un Graal absolu qui existerait que le nouveau récit. Encore une fois, les récits ne peuvent pas être monolithiques. Ce n'est pas un dogme contre un autre dogme. Et ça aussi, c'est important. Et d'ailleurs, si vous cherchez des auteurs à lire et que vous êtes intéressé, il y a Michael Dandrieux, par exemple. Il peut y avoir également, donc je disais, Raphaël Lorca. Il y a Jules Collet, qui est encore intéressant, ou Albin Wagner. Je trouve que là-dessus, il y a tout un ensemble d'écrits qui nous permettent de pouvoir aller creuser du point de vue sociologique ce que cela va signifier. Pour nous, ce récit transformatif, et Valérie a raison, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Ce n'est pas possible. C'est du changement de comportement. Et ça j'aime bien les travaux de Jules Collet à ce niveau-là, on a 2 acteurs majeurs aujourd'hui qui sont ceux qui peuvent sans doute le plus porter des nouveaux récits. Ce sont les acteurs culturels et les collectivités territoriales. Ça aussi, je trouve que c'est particulièrement intéressant. C'est fait exprès, j'avais répété. Et je trouve que ça aussi, c'est extrêmement important. Mais il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister parce qu'on n'en a pas parlé. Les récits, c'est pas fait que pour, j'allais dire, les bobos. Les récits, c'est un récit de transformation de la société dans son ensemble. Et donc, ce qui veut dire que ces récits doivent intégrer une dimension de transition juste. Sinon, elles ne seront pas. Très rapidement, parce qu'on est déjà très en retard. Je veux bien ajouter quelque chose, parce qu'en fait, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis sur les récits de Bobo, parfois, on s'est un petit peu tiré une balle dans le pied, et c'est important de faire son autocritique. Même le fait de parler d'utopie, ça peut être
contre-productif dans la mesure où vous parlez d'utopie à un gilet jaune ou à un agriculteur, il a envie de vous en coller une en fait. Dans le sens où, où de vous traiter de bourgeois parisien, dans le sens où en fait la vraie vie sur le terrain, elle est dure et elle est complexe, elle est pas du tout utopique. Et rejoindre l'autre là où il est et pas où on voudrait qu'il soit, c'est vraiment écouter ça et regarder cette souffrance en face et aussi savoir lui parler. Et on en parlera justement lors de la table ronde qui suit. Merci infiniment à toutes les deux. C'était hyper important de vous avoir pour en effet poser les bases de notre sujet. Et je vous invite à rejoindre la salle pour découvrir la suite. Merci beaucoup Valérie et Valérie. Alors vous avez compris, on va essayer de se détacher du storytelling et on va parler des nouveaux imaginaires et des nouveaux récits de manière plus concrète avec des acteurs culturels et des acteurs qui œuvrent sur les territoires et auprès des collectivités. Merci Valérie de m'avoir aidé pour cette transition. On va les accueillir dans un instant. Juste avant et sans transition, je vous propose un voyage, une immersion au cœur de notre sujet. Regardez.
Et j'invite tout de suite à me rejoindre sur scène Olivier Covot, qui est producteur et fondateur de Mangrove Music, Clélia Sarotte, scénariste de la Bohème 2050, et Julien Perdrija, directeur de la Fabrique des Transitions. On peut les applaudir. Je vous invite à vous installer. Alors Olivier, forcément, j'ai envie de te faire réagir sur ces sublimes images qu'on vient de découvrir. Est-ce que tu peux nous les commenter et peut-être pour anticiper une éventuelle question qu'on pourrait avoir de la salle, quel est le rapport avec notre sujet ? Alors, ce film en fait partie d'une série de films qui ont été faits et qui est né d'une lecture d'un livre qui s'appelle En attendant le retour de Moby Dick, qui a été écrit par François Sarano. Donc je suis allé voir François Sarano. Dans ce livre-là, il y avait une étude qui montrait que en fait, dans les clics qu'on entend là des cachalots, il y avait plus d'informations que dans la corde vocale humaine. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça de ce point de vue-là, puisque en fait mon métier c'est le son au bout du compte. Et en parlant avec François Sarano, donc François Sarano c'est un océanographe qui a été conseiller scientifique de Cousteau et qui est spécialiste de cette mégafaune et qui les accompagne depuis une quinzaine d'années. Et il travaille en fait avec le CNRS, le Centre international d'acoustique naturelle. Et il m'a montré qu'à travers la bioacoustique, on pouvait, en observant, lier un son à l'aune d'une interaction sociale. Et donc on a créé plusieurs œuvres qui reprennent en fait des clics et des séries de clics. Et évidemment, ces films sont là décontextualisés, puisqu'en fait, là, on est plutôt dans la partie poétique de ce qu'on veut faire. Et derrière, en fait, on met en place des dispositifs éditoriaux qui permettent en fait de comprendre que je dirais que le récit sous-jacent, c'est nous sommes tous intelligents en même temps, que ces cachalots ont une intelligence cognitive et collective extrêmement forte et communiquent entre eux. Ce qui nous amène sur le sujet du langage. Est-ce que je peux te laisser développer ? Et juste après, on aura, en complément de la vidéo qu'on vient de voir, une vidéo justement de François Sarano qui nous parle du langage des cachalots. Oui, alors le langage, c'est quand même quelque chose de très qui est lié à des représentations qu'on a, nous, du langage, puisqu'en fait, les cachalots ou d'autres types d'animaux comme ceux-là ont des systèmes de perception sensorielle complètement différents. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un cachalot ou sur des dauphins ou sur des baleines, là je travaille actuellement sur des baleines, on sait qu'à l'intérieur d'un seul son, en fait, il y a plusieurs autres sons et que le système de perception sensorielle de l'animal qui est en face, en fait, reçoit, je dirais, des hiéroglyphes ou des idéogrammes, c'est-à-dire en fait des informations dont nous, on n'a aucune idée. C'est-à-dire que leur communication est si sophistiquée, si complexe, que nous, en fait, on ne la comprend pas, puisqu'on entend avec nos oreilles sous l'eau, on n'entend pas avec les oreilles, en tout cas pas les cachalots, ils entendent avec l'ensemble de leur corps, et ils ont des systèmes en fait, de perception qui sont complètement différents. Donc la notion du langage, c'est aussi quelque chose qui est très relatif, et qui est lié à des réalités, des réalités perceptuelles. Mais je dirais que au bout du compte, à travers ce qu'on fait là, ce qu'on veut faire, ce qu'on essaye de faire, parce que je dis toujours que pour pouvoir développer ce genre de projet-là, il faut 3 ingrédients, de la poésie, de la radicalité et du pragmatisme. Et on essaye de créer des âmes-sons, en fait, de planter le réel, de planter le beau et le fragile dans le cœur des gens, et en faisant derrière de la pédagogie sans donner de leçons. Et quand il faut être un petit peu plus radical, c'est ce qu'on fait actuellement avec Paul Watson et Sea Shepherd sur d'autres sujets. Et on va compléter donc cette notion de langage avec justement François Sarano qui nous parle dans une courte vidéo du langage des cachalots. On regarde et on en reparle juste après. On est arrivé à associer une expression sonore avec un comportement. Lorsqu'une femelle cachalot entonne le... Si l'autre répond, alors elles se rejoignent et se caressent. J'y rajouterai un dont je n'ai pas parlé et qui est le plus mystérieux de tous, qu'on appelle le clang. Et qui est un son, un clic extrêmement métallique qui n'est émis que par les grands mâles. Mais quand on l'entend et quand les autres cachalots l'entendent, visiblement,
c'est un son reconnu par tous et qui attire tout le monde. Merci. On va poursuivre sur cette notion de langage, on va élargir, et justement j'aimerais qu'on apporte une précision de langage. On parle de récit, on parle d'imaginaire. Est-ce que parfois il n'y a pas une confusion entre les deux? Et est-ce que pour commencer cette table ronde, même si on a eu quelques premiers éléments avec Valérie, mais j'aimerais juste, voilà, vu qu'on est dans le langage et qu'on démarre par ça, qu'on revienne sur cette potentielle confusion entre récit et imaginaire. Qui veut commencer? Julien. Je vois qu'on se tourne vers moi. C'est pour toi. Ouais, c'est pour moi. Bonjour, donc Julien Perdreja, moi je suis directeur de la Fabrique des Transitions et on utilise les questions de mise en récit dans ce qu'on appelle la conduite de changement, c'est-à-dire l'accompagnement à la transformation du regard, des représentations, des modes d'organisation pour mieux passer à l'action en matière de transition écologique. Et effectivement, récit imaginaire, c'est pas exactement la même chose. Imaginaire, c'est ce qui se rapporte à nos façons de se représenter les choses, et les récits, c'est la façon de le raconter. Et donc, voilà, il y a du contenu et il y a des contenants. Et du coup, ce qu'on essaye, nous, de clarifier, c'est que les récits, c'est pas simplement une question d'imaginaire au sens de récit du futur ou de récit prospectif, c'est aussi des façons de se représenter les choses du réel. La transition écologique vient soulever énormément de conflits dans les territoires quand il faut faire des choix pour de la sobriété énergétique, par exemple, ou pour développer, j'entendais le mot tout à l'heure, de l'économie circulaire, et donc avoir un mode de préservation des ressources naturelles qui ne sont pas infinies, on le disait, mais qui sont bel et bien finies et terminées. Ces conflits émergent. Et en fait, ces conflits émergent parce qu'ils viennent soulever des attachements qui sont en fait des attachements structurels très profonds en matière de représentation anthropologique et de récits que l'on tracte et dont on est héritier. Par exemple, le récit de ce qu'on appelle la richesse ou de ce qu'on appelle le développement. Et donc, en fait, tout ça renvoie effectivement à des imaginaires, mais des imaginaires qui ont été transmis par différents types de véhicules. Et donc, il s'agit aussi de les déconstruire et de reconstruire peut-être d'autres canaux pour redéfinir ce qu'est la richesse, ce qu'est le développement, ce qu'est un territoire et ce qu'est la transition. Pas mal, tu as bien fait de commencer. Qui veut compléter? Bonjour, du coup moi c'est Clélia Sarotte, je suis scénariste de La Bohème 2050. Et du coup, d'un point de vue scénaristique, je trouve que l'imaginaire, comme tu l'as dit, c'est aussi le contenant, c'est quelque chose de diffus auquel on pense un peu... Voilà, sans le spécifier, alors que le récit est quelque chose de technique. Enfin, il y a un début, un milieu, une fin, une manière de raconter, ça s'apprend. Et donc l'idée, c'est de tirer dans cet imaginaire pour faire un récit qui emporte. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose de très profond qui est ancré dans les sociétés humaines, qui est lié au rapport qu'on entretient à la vie, enfin au vivant, puisque la vie est un miroir à double face. Donc évidemment au rapport qu'on entretient aussi à la mort, qui oriente en fait les récits d'une certaine manière. Notre rapport aussi à la séparation. Alors ce que je dis là, on le retrouve depuis 2700 ans, par exemple dans les cultures bouddhistes. Notre rapport à la séparation aussi dans les sociétés humaines vont impliquer en fait des formes de récits et des formes de comportements, des contenants, comme tu le dis, qui vont être comment on dit, détournés en fait de la réalité telle qu'elle est. Et puis après, il y a aussi notre rapport, je dirais, à la vie en tant que telle, puisque j'ai bien aimé ce qui s'est dit tout à l'heure. En fait, j'avais une phrase qui me revenait d'Albert Jacquard qui dit la vie se nourrit de la diversité. Et donc, en fait, à force de penser le vivant comme quelque chose de monolithique, de un, on oublie en fait que c'est un ensemble de choses qui sont extrêmement diverses, qui fondent ce qui est vivant, d'ailleurs en nous, pas seulement à l'extérieur, mais en nous et à l'extérieur de nous. Et je pense que ça initie des formes de récits qui sont complètement différents. Par exemple, on a des récits qui sont déjà là. J'ai un de mes amis, Michael Véandrieux, qui a fait émerger ça il n'y a pas longtemps. Et c'est des discussions que j'ai eues avec lui il y a pas mal de temps sur ça. C'est qu'on a déjà en fait des récits qui existent. Par exemple, l'idée que nous sommes tous vivants en même temps, c'est un récit qui devrait être un récit dominant. C'est-à-dire l'idée qu'on est en interrelation. D'ailleurs, la crise qu'on vit en ce moment, qui est
alors cristallisée par les dérèglements climatiques, c'est une crise de l'interrelation. Donc ça, c'est un récit qui doit être traité à part entière. Je pousse juste sur le sujet du langage avec toi, Clélia, parce que c'est intéressant, la démarche était intéressante. Donc, tu l'as dit, tu es co-scénariste de La Bohème 2050, qui est une adaptation de l'opéra La Bohème de Puccini. Tu vas nous en dire un peu plus, tout ça dans un contexte de crise climatique. Vous étiez plusieurs scénaristes à travailler sur ce projet-là, et ensemble, dans toute la phase, on va dire, d'écriture, de scénarisation, etc., vous êtes beaucoup et longtemps questionnés justement sur le choix et le poids des mots. Est-ce que tu peux nous préciser cette étape-là, qui a été une étape assez complexe de ce que j'ai pu comprendre? Oui, avec grand plaisir. Je suis très heureuse que ça puisse servir de s'être questionné aussi longtemps. Donc La Bohème 2050, donc, comme tu l'as dit, c'est l'adaptation de l'opéra de Puccini en version crise climatique. Et l'opéra de Puccini, donc tout le monde connaît La Bohème de Charles Aznavour. Voilà, ok. Donc l'opéra de Puccini, c'est 4 artistes fauchés qui vivent dans les combles, genre Montmartre, qui meurent de froid et qui n'arrivent pas à tenir leur copine parce que, bien évidemment, les femmes ont besoin d'argent pour rester avec leur amoureux. Donc vous voyez que là, on a dû déjà un peu décrasser un paquet de trucs, mais la principale transformation, c'est que on voulait faire un opéra où les artistes n'ont plus froid mais chaud, et donc c'est devenu 4 artistes fauchés qui crèvent de chaud et qui se réfugient au château de Versailles pour profiter de la clim, parce qu'il n'y a que quelques endroits très riches où on a encore la climatisation. Ça, c'est le pitch. Et là-dedans, il y a une intelligence artificielle qui est déployée pour sauver le monde de la crise climatique. Donc un des artistes tombe amoureux d'elle, et à la fin, je peux raconter la fin parce que c'est un peu... Tu veux spoiler, t'es sûr? Je veux spoiler. Allez, vas-y, spoil. Donc à la fin, l'intelligence artificielle s'éteint elle-même en disant qu'elle dévie l'humanité de la trajectoire qu'elle devrait suivre. Elle entretient un rêve qui endort la capacité créative des êtres humains à trouver eux-mêmes les solutions. Donc là-dedans, comment on dit ça? Parce que, en fait, nous, on avait vraiment une volonté de vulgariser certains concepts, donc la résilience, le technosolutionnisme, mais on avait un temps très limité pour le faire, parce que le texte s'inscrit dans l'opéra, donc en fait c'est simple, hein. S'il y a 1 minute de musique, on a ce créneau-là pour faire parler les gens, et pas plus, pas moins. Et peut-être, je précise juste que ce qui a aussi complexifié votre démarche, c'est que le projet est un projet grand public, oui. Qui a pour vocation d'être diffusé en télé, donc auprès d'une large audience, et c'est aussi en ça que vous êtes questionné. Voilà, parce que comme on avait une contrainte de temps très précise, on voulait être efficace, donc aller direct aux mots justes, mais les mots justes ne sont pas très sexy en fait, donc, et ne sont pas compréhensibles par tous, donc c'est ce que tu as dit. Donc par exemple, on va pas faire en sorte que l'IA dise oui mon amour, je t'aime, mais je pars de ce monde parce que tu comprends, notre système socio-économique n'est pas résilient. Enfin, déjà là tout le monde dit quoi, j'ai pas compris pourquoi on est sorti complètement du fil. Enfin, ça casse les émotions. C'est pas des mots qui sont faciles à dire, c'est pas des mots qui sont très poétiques, et c'est pas des mots que tout le monde comprend parce qu'on est quand même dans une niche. Donc résilience, sobriété fait plus penser à l'alcool que à l'écologie pour beaucoup de gens, enfin pour moi aussi pendant très longtemps. Donc voilà, on s'est écharpé, hein, disons-le. Ça a été des très très longues discussions entre soyons exacts, soyons poétiques et soyons concis. Voilà, j'espère que le résultat permettra d'être un peu là-dedans, mais voilà. Et donc il y a le choix des mots, après il y a tout le processus créatif. Au prisme des enjeux du dérèglement climatique, pas simple. Comment est-ce que vous avez appréhendé ensemble, parce qu'il y a aussi le fait de travailler ensemble, toute cette démarche-là? Donc le processus créatif, en fait, nous on a eu du coup le pitch La Bohème 2050, c'est La Bohème mais il fait chaud. Donc on a eu plein d'idées. Au début, on imaginait que Mimi, donc c'est l'amoureuse dans l'histoire qui meurt à la fin, que c'était une réfugiée climatique. On a imaginé que les artistes étaient des militants. On a imaginé plein de choses. Et puis, l'intelligence artificielle, ça a un peu fait coup de cœur auprès de la production. Et donc, on s'est retrouvés avec ça et on s'est dit mais c'est pas malin parce que l'intelligence artificielle, en fait, c'est très fourre-tout. C'est déjà très très présent dans l'imaginaire collectif. Enfin, il y a Skynet et Terminator qui occupent beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça et qu'est-ce qu'on va raconter sur l'écologie avec l'IA? Et là, pour moi, c'est très très important que ce sujet parte
un point de départ technique pertinent. Enfin, j'étais en école d'ingénieur avant de choisir de devenir scénariste. Et donc, pour moi, les mondes futurs avec des drones qui vont arroser les champs, etc., ça fait pas trop sens, en fait. Enfin, c'est pas très réaliste. Donc, on est parti interroger des consultants du Shift Project sur le numérique. On a rencontré des entrepreneurs qui faisaient de l'intelligence artificielle. On est passé par toutes les émotions. Parce qu'on demandait pourquoi l'intelligence artificielle pourrait poser problème. Est-ce que c'est un problème d'énergie? Est-ce que c'est un problème de temps que prend le système à se développer? Et une fois qu'on a eu cette base technique, quand on a trouvé que l'histoire, c'était l'IA qui sauvait le monde et qui, en fait, ne pouvait pas assurer cette mission toute seule, là, on a su que c'est ce qu'on voulait raconter. Et on a su que l'histoire de la bohème, c'est 4 artistes qui croient dans la vie de bohème et qui, au fond, sont rattrapés par la réalité de la misère et qui vont dire adieu à cette vie de bohème. Et nous, on a voulu transposer ça, en tout cas, en ces 4... c'est l'humanité, en fait, qui croit au technosolutionnisme, au fait que l'IA va leur apporter la solution de leurs problèmes et qui vont devoir se confronter à la réalité et dire adieu à cet amour. Donc voilà, c'était le processus un peu intellectuel de l'histoire. Et puis après, d'un point de vue plus sensible, disons que nous étions nous-mêmes en train de travailler dans un appartement sous les combles en été et qu'on crevait de chaud. Voilà, pour être honnête, on n'avait pas de clim. Et donc on a écrit La Bohème, qui était 4 artistes fauchés qui crevaient de chaud, en étant artistes fauchés qui crevaient de chaud, et en découpant en même temps que le dialogue des couvertures de survie pour les coller sur les fenêtres, en se disant que peut-être ça allait un peu réfléchir la lumière du soleil. Donc on était très proches de nos personnages, très inspirés, et je pense que on parle de nouveaux récits, et plus ça va, plus on est inspiré en fait par ce qu'on vit autour de nous. Donc voilà, c'était à la fois très réfléchi et très sensible. Alors, on a la chance, et on a beaucoup insisté pour l'avoir, d'avoir un extrait de la Bohème 2050. Juste une petite précaution oratoire importante, c'est qu'il s'agit on va dire, d'une version de travail qui n'est pas encore complètement aboutie au niveau du son, etc. Donc, c'est important pour moi de vous le préciser. Et c'est aussi important pour moi de vous préciser que, Clélia, tu la découvres. Donc, non sans émotion, j'imagine. Je ne l'ai jamais vue. Donc, je vous propose qu'on la découvre et je me permettrai de te demander de réagir parce que forcément, ça va être un moment particulier pour toi. Bienvenue en 2050, élu pire année à vivre sur Terre parce qu'ici on crève littéralement de chaud. Ici par contre c'est différent, on est au château de Versailles. Autant vous dire que côté clim, on n'est pas en mode éco. On arrose bien les jardins pour que ça claque. Et puis il y a 4 gars qui ont décidé de squatter le château. Enfin quand je dis le château, je pense plutôt au sous-sol. Des artistes. Ils rêvent d'une vie meilleure et solidaire et alors évidemment ils n'ont aucune thune. Ça pique dans les frigos de temps en temps, ça profite de l'air frais que les jardins bien arrosés peuvent offrir. Et puis entre 2 pannes de courant, ça gratte la clim. Quand elle veut bien fonctionner. Mais elle fonctionne vraiment pas souvent. Le jour où on les retrouve, c'est pas un jour comme tous les autres. Une soirée se prépare et fait régner une ambiance bien particulière au sein du château. Questo mar rosso mi ammollisce e scioglie. Come se addosso mi piovesse il stelle. Per vendicarmi affoga un faraone.
Condite oneste da un pezzo non riceve. Collisci i pannelli che fan sotto il sole. Rodolfo, io voglio dirti un mio pensier profondo. Un freddo cane. Ed io, Marcel, non ti nascondo che non credo al sudo della fronte. O ghiacciate le dita, e di ancor ritenersi immolate in quella gran ghiacciaia che cuore s'immetta. Un gabinetto che scioppa troppo. E in fretta, dove l'uomo fascina, e la donna e la lore, brucia in un soffio, e l'altro sta a guardare. Ma intanto qui si creba e si muore di inedia. Fresco ci vuole. Aspetta, sacrifichiam la sedia. Tolega Provasti. sì. Avanza di cielo di fiamme. Rosavo il mar rosso. No, bucciatela di guido. Leggero forse Mucini. No, in scena la carta si sbagli e adesso i voi soldati forse col gran danno minore. Je suis obligée de te donner la parole, Cléa. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, déjà, c'est marrant de voir les gens dire, enfin, comment dire, faire, imaginer. Enfin, voilà, on voit les images. Moi, j'avais été au tournage à Versailles. Déjà, c'était incroyable de voir autant de personnes qui faisaient quelque chose sur lequel on avait travaillé. Et non, bah, moi, j'ai bien aimé. Et ça n'est qu'un extrait. Oui, c'est un extrait. Mais ce qui est rigolo, c'est, déjà, vous avez vu qu'ils disent beaucoup qu'ils ont froid quand même, donc un grand moment, c'était quand même quand on nous a demandé de passer d'une pièce où tout le monde dit qu'il a froid en permanence à un endroit où on meurt de chaud. Donc on s'est dit, bon, ils font des blagues sur le fait qu'ils ont froid alors qu'en fait ils ont chaud. Enfin, c'était un peu compliqué. Et il y avait cette rupture de ton entre deux jeunes qui présentent ce qui va se passer et qui disent non mais voilà, ils ont plus une thune, c'est la dèche et tout. Et après l'opéra. Et ça, c'était super. Enfin, moi je trouve que c'est un truc qui me plaisait vraiment dans le projet parce qu'il y avait un côté de rajeunir un peu l'opéra, de mettre des touches d'humour là-dedans. Et quand on se demande un peu comment est-ce qu'on peut faire advenir ces sujets, il y a la gravité, l'émotion de l'opéra et il y a la réalité d'un langage de bon, j'en peux plus, j'ai trop chaud quoi. Merci beaucoup en tout cas et on a hâte de découvrir le projet dans son ensemble, donc qui sera diffusé sur France Télé. Prochainement. On va poursuivre notre immersion. On a eu une immersion au cœur des océans avec les hameçons. Je retiens cette formule que j'aime beaucoup. On a eu une immersion au cœur de l'opéra au prisme du dérèglement climatique et on va voyager maintenant dans les territoires avec toi, Julien. Tu as vu cette transition? Tu l'évoquais, vous travaillez avec la Fabrique des transitions à la mise en récit de la transition écologique et vous venez de publier un document qui permet justement de lutter contre le récit washing ou le narrative washing dont on parlait en introduction, et ce au travers de 5 dimensions de la mise en récit. Est-ce que de manière très synthétique tu peux nous parler de ces 5 dimensions ou du moins des éléments saillants dont il faudrait tenir compte donc absolument. Ok. Alors peut-être avant de présenter les 5 dimensions, dire que moi je rencontre cette question des récits et de la mise en récit en 2013. Je reviens d'un long voyage à vélo à travers l'Afrique sur les questions de résilience écologique et sociale. J'ai passé 1 an et demi à bourlinguer jusqu'en Afrique du Sud, à Soweto. Je rêvais de rencontrer Mandela et voilà, j'étais parti comme ça sur une aventure. Et en fait, arrivé en Afrique du Sud, je reçois un contact de la ville de Losangoël. Donc c'est une petite ville de 7000 habitants à côté de Lens. Donc on est dans le Pas-de-Calais, vous voyez, dans le nord de la France. Et en fait, c'est un territoire, Losangoël, qui a eu sur sa surface plus de 7 puits de mines. Et en fait, c'était un territoire dédié à la production du charbon et donc qui a fait partie de cette épopée, de cette révolution industrielle après la Seconde Guerre mondiale. Et moi, ils me recrutent comme chargé de récit.
Chargé de récit, ça veut dire un peu griot du village, c'est-à-dire que en fait, je vais m'intéresser à la façon dont les récits structurent les conditions de cohésion sur le territoire dans un moment où, en fait, depuis 20 ans, les Lossoises et les Lossois vivent en fait l'effondrement de leur système industriel. Mais le système industriel, c'est pas juste l'outil de production, c'est aussi tout le système culturel qui va avec. La mine, elle possédait les terrains de foot, elle possédait les écoles, elle possédait les hôpitaux, elle possédait les logements, elle possédait les jardins. Quand la mine s'arrête, c'est tout un monde qui s'écroule. Et en fait, dès les années 80, Loos-en-Gohelle et le bassin minier vont vivre en quelque sorte ce qu'on annonce à travers les récits de la collapsologie, c'est-à-dire un effondrement complet du modèle de société et avec une déperdition complète du sens que l'on peut avoir, puisque depuis 2, 3, 4 générations, les Lossoises et les Lossois, le plus loin qu'ils pouvaient voir, c'était le terri. Ils travaillaient bien à l'école, ils seraient porions ou ils seraient ingénieurs des mines, mais ils n'iraient pas plus loin. Donc moi j'arrive là-dedans et en fait je me rends compte que depuis les années 80, cette petite commune minière sans moyens a investi le peu de deniers publics qui lui restaient après avoir réparé les réseaux parce qu'il y a des affaissements de terrain, après avoir colmaté ce qu'elle pouvait. Enfin, le peu d'argent public que la collectivité possède, elle l'investit dans quoi ? Dans un festival culturel et populaire local qui s'appelle les Goéliades. Et les Goéliades, du nom de Loos-en-Gohelle, donc la Gohelle, c'est un pays imaginaire parce qu'il n'a pas de réalité administrative. Les Goéliades, ça vise à donner un moyen d'expression à toutes celles et ceux qui habitent ce pays ou qui sont habités par ce pays. Et donc, c'est une ouverture des salles municipales pour que les artistes locaux puissent se produire, mais les artistes locaux au sens de toi, moi, enfin... voilà, tu grattes un peu de guitare, tu sais faire de la peinture, tu clames des poèmes en ch'ti en plus, bah vas-y, viens et propose ton art. C'est ça au départ les Goéliades. Et puis petit à petit, ils vont se prendre au jeu et ils vont se dire finalement ces terris, donc ces montagnes faites à main d'homme qui sont en fait des décharges à ciel ouvert dans le paysage, en fait c'est notre patrimoine. Comment on peut réhabiliter ce patrimoine ? Et en fait, ils vont lancer des concours de décoration de terris. Et par exemple, un jour, enfin pendant une année, les jeunes qui gagnent le concours vont déverser de la craie au sommet de ces terris. Et le lendemain matin, quand on ouvre les volets, c'est plus des terris au sens de crassier, c'est le Kilimandjaro. Et en fait, ce qui change à ce moment-là, grâce au récit, c'est l'imaginaire du territoire qu'on habite. Et donc, moi, je me retrouve en 2013 embarqué là-dedans, puis il y a déjà plein de choses qui se sont mises en place. Il y a la médiathèque qui nourrit des récits de transmission de ce qu'est l'histoire minière. Il y a des spectacles son et lumière au niveau des fosses qui réincarnent ce patrimoine minier pour lui donner un avenir, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai rien à inventer en tant que chargé de récit. J'ai juste à repérer ce qui a créé les conditions au niveau de Loos-en-Gohelle de cette transformation. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, la toiture de l'église, elle produit du photovoltaïque, qu'il y a des surfaces agricoles qui sont recollectivisées, qui produisent de la bio, alors que les agriculteurs qui en sont propriétaires ont toujours un pied dans le conventionnel. C'est des citoyens qui participent à la réhabilitation des espaces publics. Il y a une vraie démocratie locale du faire ensemble, pas seulement de la concertation. On se met ensemble dans une salle, on discute, mais vraiment, tiens, il y a un mur qui tombe en ruine, comment on le remet en place ensemble et chacun donne un peu de temps, la mairie encadre les travaux. Vous voyez, en fait, toute cette dynamique locale qui se met en place, et en fait, on s'est rendu compte, et ensuite on l'a extrapolé, on a regardé dans d'autres territoires pilotes si ça se retrouvait, c'est comme ça qu'on arrive à ces 5 dimensions. Je voulais le dire parce qu'on ne l'a pas sorti de notre chapeau. On a repéré les territoires qui avaient un cran d'avance sur les questions de transformation écologique et sociale, et on s'est rendu compte que l'approche narrative avait été au cœur de ces dynamiques de transformation. La première étape, c'est une mise en trajectoire, un travail de deuil du modèle d'hier dont on hérite, auquel on est fondamentalement attaché, et c'est extrêmement douloureux de s'en détacher. Et puis en même temps, une mise en trajectoire du modèle de demain, vers quoi on va. Et un gilet jaune, il a le droit de rêver aussi, il a le droit d'avoir des utopies. La question, c'est qui et à quel moment l'espace d'élaboration collective de cette utopie est installé. Et en fait, dans ces territoires pionniers, on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais espaces de qualification de ce qu'étaient les rêves collectifs à poursuivre ensemble. Donc une mise en trajectoire au sens où on arrive à avoir un travail de situation, pourquoi on en est là où on en est, et destination, où est-ce qu'on voudrait aller.
Et c'est là où on retombe sur les questions de prospective, des scénarios ADEME par exemple, parce qu'en fait, pour atteindre, si on veut dire la neutralité carbone, il y a plein de manières de faire. Mais ce n'est pas les mêmes choix sociaux, ce n'est pas les mêmes choix autour de la justice sociale ou climatique, et donc il y a des arbitrages à faire. Bon, mise en trajectoire. Ensuite, la deuxième dimension, c'est la communication, au sens du storytelling. Moi, j'assume que dans les territoires où s'inventent des solutions, on puisse faire un peu de storytelling, au sens où il faut quand même sublimer. Et c'est là où on a besoin de scénaristes, de techniques de narration qui racontent de manière belle et émotionnelle la transformation qui s'est mise en place. Et en fait, souvent, on a dans nos territoires des héros qui s'ignorent. Le pays ignore qu'il y a des héros du quotidien qui font toute cette transformation. Et en fait, s'ils savent faire, ils ne savent pas nécessairement raconter. Donc, un travail de communication, mais qu'on appelle de communication sincère. Parce qu'en fait, la transition, il n'y a pas de solution miracle. Il faut être aussi en mesure de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ces territoires pionniers, il y a plein d'essais-erreurs, il y a plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. L'exemple à Los Angeles, quand on met les cuves de récupération d'eau de pluie dans les bâtiments publics, aujourd'hui on est autonome en eau, hein, on ne consomme plus d'eau des réseaux pour arroser les terrains et pour laver les salles, etc. Mais les cuves, elles sont montées à l'envers. Ben ouais, ça fait marrer tout le monde. Et en fait, sauf que sur le moment, ça fait marrer personne parce que les factures, elles augmentent et on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, en situation, quand vous êtes un élu ou une collectivité territoriale, vous faites des choix forts pour changer un peu de système, transformer la donne, et que vous vous plantez comme ça, c'est dur à assumer. Mais si vous le masquez, en fait, vous renforcez la défiance dans laquelle on est en train de s'enfoncer aujourd'hui collectivement. Donc, créer les conditions de la confiance, c'est créer les conditions de cette communication sincère. J'essaye de ne pas être trop long. Troisième dimension, on commence à rentrer dans la complexité. Et tu parlais de récit dominant. En fait, quand on est un acteur institutionnel, une collectivité territoriale, une entreprise, l'État, on est en fait, qu'on le veuille ou non, porteur d'un récit dominant. Parce qu'on a une position de domination dans l'espace public. La question, du coup, en termes d'éthique d'approche narrative, c'est de faire émerger des récits alternatifs et d'aller chercher, d'aller vers celles et ceux qui ont un récit critique à formuler à l'encontre du récit institutionnel ou organisationnel que vous portez. C'est extrêmement compliqué, parce que ça suppose de créer des espaces dans lesquels la confrontation va s'installer. Sauf que la confrontation, elle est saine, non pas parce qu'on va chercher à la régler, mais parce qu'on va chercher en fait à refaire société. Et donc là, il y a besoin de s'outiller, on a besoin d'avoir des élus, des agents, des organisations qui soient équipées intellectuellement et méthodologiquement pour pouvoir créer les conditions de ce dialogue démocratique. La quatrième dimension, je rentre un cran plus en profondeur. Vous ne pouvez pas créer l'espace de confrontation et de mise au travail des conflits si vous n'êtes pas organisé en votre fort intérieur, au sein de votre organisation, sur un mode, un régime dit de coopération. C'est-à-dire qu'il faut aussi en interne traiter vos propres conflits. Il y a dans toutes les organisations de travail, dans tous les modes collectifs de travail, des tensions, des conflits, des dynamiques qui sont controversées. Ça suppose aussi une hygiène démocratique en interne des organisations. Et la mise en récit, elle aide à ça. Elle aide à pouvoir revenir sur qu'est-ce qui fait qu'on s'est mal compris. Pourquoi à cet endroit-là, tu ne m'as pas passé l'information? Qu'est-ce qui fait que là, on s'est planté? Une démarche qualité pour améliorer le process. Ça aussi, c'est compliqué parce qu'on a tous une bonne raison de ne pas le faire. Parce que ça nous met en tension et c'est encore plus compliqué à faire sur une chaîne hiérarchique. Imaginez faire un travail d'hygiène, de coopération entre un président, un maire, son DGS, le comité de direction, les chefs de projet, les agents de terrain. Vous voyez, les agents de terrain qui, par exemple, dans l'espace public, sont obligés de faire de la fauche tardive et se voient critiqués par les habitants qui leur disent c'est dégueulasse, c'est sale et ça fait venir les serpents. Et faire remonter ça au maire pour réussir sur la chaîne de commande à créer les conditions d'une transmission fluide d'informations. Ça demande là aussi des process. Et la mise en récit, vous voyez que ce n'est pas que de la communication, c'est de la conduite de changement. Et la dernière dimension, j'en arrêterai là, c'est la question de l'évaluation. Ça peut paraître un peu abscon de ramener ça comme ça. Qu'est-ce que vient faire l'évaluation? Sauf qu'en fait, à l'heure des transitions, quand on réévalue la richesse, il y a plein de choses qu'on ne peut pas comptabiliser, mais qu'on peut raconter. Un collectif qui est en capacité de développer ses capacités de prise de risque,
qui arrivent à relever des défis, comme ces Lossoises et ces Lossois qui ont réussi à transformer leur modèle de société, ça nécessite de pouvoir le raconter. Parce qu'en fait, il n'y a pas de règle métrique pour dire les kilomètres de confiance qu'on a générés. Et ça, à l'heure de la défiance politique et institutionnelle dans laquelle on est, c'est extrêmement important. C'est donc un outil d'appréciation de la valeur générée, valeur au sens économique du terme, et donc, in fine, la mise en récit, c'est un outil de transformation économique. Mais j'en dirai pas plus à ce stade. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, et on en avait parlé ensemble, Olivier, quand on s'est eu au téléphone. C'est un sujet qui a déjà été largement abordé depuis le début de cette conférence, c'est les spécificités culturelles et sociales, qu'elles soient à échelle individuelle ou collective. Évidemment, si on prend par exemple le sujet des transports, on peut pas adresser le même message de dire il faut s'orienter vers des mobilités douces et ne plus prendre la voiture dans des territoires où il n'y a pas d'offre de transport public. Donc concrètement, et Olivier, je te laisserai peut-être réagir, comment est-ce que dans ces nouveaux imaginaires et ces nouveaux récits, on tient compte de ces spécificités culturelles et sociales? Alors je vais répondre à cette question, je voudrais réagir sur deux petites choses qu'il a dit. La première, c'est effectivement, ça parle de ce que tu dis, ça parle aussi d'écologie intérieure. C'est-à-dire, en fait, je pense que pour être un passeur de monde, pour être capable de faire le travail dont tu parles, je pense qu'il faut avoir aussi il faut faire un travail sur soi pour pouvoir être ce pont, en fait, ce passeur entre les différentes étapes dont tu as parlé, qui sont, à mon sens, très très justes. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il a utilisé le terme transformation écologique et non transition écologique. On revient sur la dimension du langage. On utilise beaucoup de mots, en fait, dont on ne perçoit pas exactement le sens profond, parce qu'ils sont rentrés en fait dans une logique, je vais dire entre guillemets mainstream, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde les utilise. Il y a plein de mots comme ça. Il y a eu il y a quelques années le mot design par exemple. Aujourd'hui il y a le mot transition écologique qui me semble pas très juste puisqu'il a été utilisé en fait sur la notion de temporalité. En fait on doit transiter parce qu'il faut du temps pour le faire, alors pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons, pour amortir son outil industriel ou pour ne pas laisser des gens perdre leur travail, etc., etc. On utilise des termes comme et d'ailleurs ces termes-là comme transition écologique ou comme intelligence artificielle que tu as utilisé tout à l'heure, ça voudrait dire qu'une intelligence pourrait être artificielle. Je me projette en 2050 quand elle aura irrigué tous les pans de la société, cette intelligence artificielle qui en fait au bout du compte n'est qu'une technologie au service en fait du traitement pour étendre en fait les capacités cognitives humaines. Pour les personnes qui ne seront pas dans le travail que nous on fait, eh bien en fait ça sera pris pour argent comptant et il sera extrêmement difficile de s'opposer à ce récit-là dominant, parce que ça deviendra un récit dominant. Et puis le troisième terme que je voudrais citer aussi, c'est le terme de développement durable. En fait, c'est deux mots qui ne peuvent pas danser ensemble. Développement et durable, le développement et la durabilité ne peuvent danser ensemble que sous certaines conditions. Et donc, voilà, le langage, pour moi, c'est quelque chose qui est chargé de sens, les signifiants, et puis aussi le contexte du langage, c'est-à-dire le moment où on va l'utiliser, dans quel contexte on va l'utiliser. Alors, pour revenir à ta question, je vais faire une petite anecdote. J'étais il y a 2 ans avec Blik Bassi, qui est un artiste africain. Qu'on a reçu l'année dernière au Festival Atmosphère. D'accord. Donc j'étais à Agir pour le vivant, on intervenait ensemble sur une conférence. Et en fait, beaucoup de gens disaient il faut préserver le vivant, il faut protéger le vivant. Alors toi, on en a parlé tout à l'heure, tu as vécu en Afrique comme moi, tu as traversé l'Afrique, moi j'ai beaucoup vécu là-bas. D'ailleurs, ça me fait penser ce que tu disais aussi à un livre de Mpateba Amkoulel l'enfant Paul sur la force des interprètes. Et d'ailleurs, on revient sur la notion de dualité, c'est-à-dire l'idée que quand on est interprète, on a un pouvoir. Est-ce qu'on veut prendre le pouvoir sur l'autre ou est-ce qu'on veut rester quelqu'un de puissant ? C'est-à-dire et donner le pont entre les mondes qui nécessitent en fait ces compréhensions, ces représentations nouvelles. Alors j'étais avec Blik Bassi et donc on discutait de ça. Et il me dit, mais attends, moi quand je suis au village, t'as des gens qui... Enfin, si un mec vient me dire il faut préserver le vivant, mais on va lui rire au nez, quoi. C'est-à-dire que préserver le vivant, ils font ça à longueur de temps. On est connecté aux écosystèmes, on est dans la forêt, on est avec les animaux, on fait partie du vivant et on a, je dirais, une façon de fonctionner qui est en coopération avec le vivant. Donc en fait,
Oui, effectivement, la dimension de la façon dont on représente les choses, on ne peut pas dire quelque chose à un endroit de la même manière qu'on le dit à un autre, parce qu'en fait, les perceptions, les réalités vont être complètement différentes. Et c'est pour ça que la musique, en fait, est intéressante. Ce que disait Richard Wagner, il dit là où s'arrête le pouvoir des mots, commence le pouvoir de la musique. Et c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque on veut plus entendre les rapports du GIEC ou les scientifiques, alors qu'on est quand même dans un monde qui est conduit par les sciences depuis Descartes. Enfin, je veux dire, dès qu'ils se mettent à parler de choses qui ne conviennent pas, en fait, on a besoin en fait, de systèmes de perception, de rendre le sensible, en fait, de remettre le sensible en avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur ce travail autour du sensible, c'est-à-dire comment toucher les gens à travers le sensible pour pouvoir justement dépasser les mots et revenir quand il le faut, c'est-à-dire être dans une logique, on parle beaucoup de cette logique toucher le cœur, activer le corps et ensuite aller vers le mental. On est dans une société occidentale qui est extrêmement mentale. Donc c'est vrai que, en fait, nous, on parle d'une certaine manière, on est dans notre système à nous, mais quand on a un peu voyagé et qu'on vit dans d'autres endroits, on se rend bien compte que ce qui marche pour nous ne fonctionne absolument pas par ailleurs. Et c'est ce qui est compliqué. D'ailleurs, j'avais eu cette discussion avec Valérie pour ce qu'on appelle le passage à l'échelle. Complètement. Je voulais qu'on puisse s'accorder un peu de temps pour que vous puissiez en salle et également derrière vos écrans poser quelques questions. Juste avant, j'aimerais qu'on finisse avec toi, Olivier, sur le pouvoir de la musique et du son, et que tu puisses peut-être nous préciser ce que tu fais avec Mangrove Music, qui est une société de production à but non lucratif et impact social et environnemental. Tu réunis différents acteurs autour de toi. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu interviens et peut-être nous donner un ou deux exemples concrets? Oui, alors je ne les réunis pas autour de moi, je les réunis autour de projets. Et donc en fait, effectivement, on est... vous savez, à l'époque, Léonard de Vinci, il était mathématicien, il peignait des fresques, enfin, il faisait plein de trucs. Et on a eu une tendance chez nous à vouloir segmenter voilà, les sciences, les arts, la philosophie, enfin, plein de choses comme ça qui devraient... En fait, en chacun de nous, on a tout ça. On a tous tout ça en chacun de nous, il suffit simplement de le cultiver. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un espace, puisqu'on s'est dit, en fait, au bout du compte, les artistes... je sais pas moi, la guerre du Vietnam, moi je pense à Bob Dylan par exemple, enfin, il y a plein d'artistes qui ont été des ambassadeurs, des passeurs de monde. Aujourd'hui on a besoin d'ambassadeurs du vivant. Enfin, c'est en tout cas ce qui est venu à moi quand l'idée de Mangrove Music, d'ailleurs qui est née dans la mangrove, c'est pour ça que ça s'appelle Mangrove Music, est née. Et l'idée c'était de créer un espace en fait où on pouvait mettre en relation des artistes, des scientifiques, mais aussi la dimension sacrée. Je ne vais pas l'appeler spirituelle, parce que ça fait un peu peur dans notre société. Je dirais que c'est une spiritualité laïque, on va dire ça comme ça, de sacré. Et donc, nous, on travaille assez simplement. On a ce que j'appelle des résidences d'acculturation, c'est-à-dire que, en fait, comment, si on a envie de parler de quelque chose, comment on pourrait, avec la musique, transmettre ces messages. Ensuite, une phase de production, puis après une phase d'impact, puisque, évidemment, comme tu l'as dit très justement, quand on essaye de transformer, donc j'aime bien ce terme de transformation écologique, il faut aussi, quand on fait ce travail-là, rendre des comptes de ce qui a été vraiment transformé. Donc, par exemple, actuellement, je suis un peu obsédé par cette idée de... Nous sommes tous vivants en même temps, nous sommes tous intelligents en même temps. En tout cas, c'est le récit que j'aimerais qu'on... Parce qu'en fait, je pense qu'avant de rentrer dans des récits multiples, il y a des archétypes de récits qu'il faut faire émerger. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire émerger ces archétypes de récits, parce qu'on est dans nos sociétés occidentales un petit peu déconnectés, il faut le dire, de la nature, tout simplement. Il y a des intellectuels qui parlent très bien de cette dissociation entre nature et culture. Bien on va pas arriver à grand chose derrière. Donc c'est vrai que par exemple, quand je travaille actuellement, et puis aussi il faut savoir utiliser, exploiter la force des symboles. Donc pour moi les baleines, vous savez, les baleines sont des maraîchères des océans. En fait, leurs excréments fabriquent le phytoplancton, comme les cachalots. C'est des tonnes et des tonnes d'excréments qui sont balancés dans la mer. Et s'il n'y a pas de phytoplancton, il n'y a pas d'absorption de CO2, il n'y a pas d'oxygène. Quand Paul Watson dit « If ocean dies, we die », et qui s'attache aux baleines, symboliquement, c'est très très fort. Donc, par exemple, là, je travaille avec des
scientifique sur quel est le langage des baleines, qu'est-ce qu'on comprend du langage des baleines. Donc on essaie de créer une communauté, la plus grosse communauté d'artistes océaniques au monde, les baleines, les cachalots, les dauphins, etc. Voilà, avec leurs spécificités. Et puis de l'autre côté, on va essayer de créer une communauté d'artistes terriens et créer des conversations, enfin je dis entre guillemets conversations, parce que vous avez bien compris que ce n'est pas obligatoirement des conversations. Là par exemple, sur les cachalots, le clic c'est pas facile, c'est un clic, donc, ou les codas c'est plusieurs codas, donc on va utiliser le clic comme un instrument de musique. Tous les rythmes, tout ce que vous entendez hors son harmonique sont les sons des cachalots. Avec les baleines, on va faire autrement, parce que les baleines chantent, donc il y a une mélodie, il y a des lignes mélodiques. Donc on va travailler avec des musiciens de jazz qui vont faire des cadavres exquis, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le thème puis le transformer. On va aussi travailler avec des gens de l'électro qui vont faire du field recording et qui vont prendre les sons. Et puis derrière, on aura des dispositifs éditoriaux qui permettront de dire les choses. Mais on va travailler aussi avec le langage, c'est-à-dire ça peut être des rappeurs. Bon, c'est dans tous les styles musicaux, puisque montre-moi ta musique, je te dirai qui tu es. Là, il faut passer à l'échelle et toucher le plus grand nombre. Donc il faut des artistes internationaux, des artistes nationaux, et il faut pouvoir dire des choses de manière universelle, de façon à ce qu'elles soient comprises par tous. Donc voilà. Donc on essaye de faire ça, c'est-à-dire on essaye de construire avec les artistes. Donc là actuellement, par exemple, le travail qu'on fait chez Music Declares Emergency, parce que je fais les deux boulots, vous savez que Chaka Ponk est en train d'arrêter les concerts, mais ils vont réactiver Frix. Et moi, je suis en train de leur dire, bah, c'est super, en fait, les artistes, il y a certains artistes qui sont engagés, d'autres qui sont engageants. Il y en a qui sont cohérents, d'autres qui le sont moins. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils disent, les signes de leur quotidien sont en phase. Ça, c'est de la cohérence, donc ça génère de l'adhésion. D'autres, c'est pas le cas. Et le travail de Frix, ça va être de travailler sur cette notion de cohérence, sur cette notion de mouvement artistique, et de pouvoir faire en sorte qu'un artiste, et ça, c'est l'ère du temps qui le veut, c'est-à-dire que les artistes sont des passeurs de monde, des ambassadeurs du vivant, et ils peuvent développer des récits émotionnels, mais aussi, ils sont sur scène et ils ont un micro. Donc, ils peuvent interpeller. Et donc, le travail qu'on est en train de faire, par exemple, chez Music Declares Emergency, en plus du fait de produire des récits par ailleurs, c'est d'avoir des collectifs d'artistes en fait, qui vont prendre la parole sur des sujets en toute cohérence par rapport à ce qu'ils sont eux et par rapport à leur envie à eux. S'il y a un truc qu'ils ne trouvent pas juste, que ce soit politique, économique, social, éducationnel, enfin ce qu'on veut, ils pourront le dire sur scène et ils seront entendus. Parce que, évidemment, c'est ce que disait Vincent Lindon, moi ça me fait chier d'être sur scène et de parler comme ça. Mais malheureusement, il y a de moins en moins d'intellectuels et de philosophes qui prennent la parole sur scène, on leur donne de moins en moins la parole, donc c'est les artistes qui jouent ce rôle-là. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, voilà. D'un côté du sensible, de l'autre côté, en fait, de la prise de parole et de l'interpellation. Et bravo pour ça. Je vous laisse le micro dans un instant, mais on va finir en musique parce que tu n'avais pas oublié quand même, Olivier, parce qu'on a un blind test. Alors on a une piste son. Je ne sais pas du tout comment va se dérouler la suite, donc je te laisse mener. Tu es notre chef d'orchestre. Non, mais c'est un petit truc marrant, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a travaillé sur la notion de paysage sonore, donc c'est un terme qui est issu de l'écologie sonore. J'ai voulu produire une bande son avec plein de sons sous les océans. Vous savez, pour nous, les océans, c'est très mystérieux. Puis, je sais pas, tout le monde a mis la tête sous l'eau dans la mer, quoi. Et en fait, on n'entend rien, c'est le silence. Sauf que, en fait, il y a plein de sons partout. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une bande son. Alors, les infrasons, donc, c'est je les ai accélérés. Donc, par exemple, on entend des bruits de crevettes. Hein, je vous donne quelques éléments. Et puis, les ultrasons, je les ai décélérés pour qu'on les entende parce que nos fréquences, on n'est pas capable d'entendre ces sons-là. Puis, il y a des sons qu'on connaît. Donc, j'ai essayé de faire un paysage sonore en me disant, si tous ces animaux-là étaient tous là en même temps, qu'est-ce que ça donnerait ? Bon, je vous préviens, c'est un peu chargé. Et l'idée, c'est de savoir si vous reconnaissez ces animaux. Voilà. Donc, si vous reconnaissez ces animaux, levez la main et dites-le surtout. On peut lancer la bande-son. Merci beaucoup. Qui reconnaît ? Vous allez me dire à la fin,
Donc il n'y a pas de crapaud, hein, je vous préviens, il n'y a pas de grenouille. Alors, donc dites-moi qu'est-ce que vous avez reconnu, puis je vous rajouterai ce qui manque. Baleine, ouais. Cachalot, dauphin, ouais. Rascasse, c'est vrai. Vous savez lire sur les lèvres. Ah ouais. À la fin, on a l'impression que c'est un bruit de moteur de bateau. Donc vous imaginez un bruit de moteur de bateau, ce que ça doit faire sous l'eau pour, par exemple, des dauphins ou des baleines, par exemple, qui utilisent à la période des amours les reliefs des fonds marins pour projeter leur son et attirer les femelles. À la fin, le bruit qu'on entend qui ressemble à un bruit de bateau, en fait, c'est le son des Sposidonies. Vous savez, c'est les herbiers marins qu'on a. Et en fait, c'est une technologie qui permet, en fonction du sonore, de voir le niveau de fonctionnalité et donc le niveau du vivant à l'intérieur des Posidonies. Aujourd'hui, on est capable avec le son de savoir si une forêt est en forme ou pas, si un océan, une Posidonie est en forme ou pas, etc. Voilà, c'est un petit jeu comme ça. Hein. Et merci de nous avoir fait contribuer. On a un micro qui est là en salle, merci beaucoup. On va s'accorder quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez poser vos questions à nos 5 intervenantes et intervenants qui sont... Non, il y a quelqu'un, c'est bon. Oui, on a quelqu'un qui a un micro de l'équipe du festival. Je vous demanderai juste de lever la main pour qu'on puisse vous donner le micro. Et c'est l'occasion, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas. Voilà, si quelqu'un a l'information, n'hésitez surtout pas. Je découvre le film et je ne sais pas non plus exactement sur quelle plateforme de France Télé ça sort. Donc je suis très mauvaise dans cette information. Mais vous pouvez suivre. Vous avez vu que le directeur artistique de niveau opéra, c'est Sébastien Guèze, qui est un ténor et qui communique beaucoup sur le projet. Donc si vous le suivez sur Instagram, vous saurez vraiment très proche tout ce qui se passe sur le projet. Donc n'hésitez pas. Bonjour. Oula, c'est fort. Une question pour Olivier Covot. Quels sont les autres projets que vous développez chez Mangrove Music, si vous voulez nous en parler avec un petit peu plus de détails? Alors, on s'attache dans un premier temps aux écosystèmes, parce qu'on considère que le dérèglement climatique est issu de l'effondrement des écosystèmes. Vous avez vu la dernière étude de WWF sur l'effondrement de la biodiversité. Donc on a 3 programmes. Un premier qui s'appelle One Song, One Ocean, donc, que vous avez là, qui donne le hashtag We Are the Ocean, parce que en fait, les projets qu'on essaye de mettre en œuvre s'inscrivent dans des agendas politiques. En France, il va y avoir la Convention mondiale des Nations Unies des océans à Nice en juin 2025. On a un deuxième programme qui s'appelle One Song, One Forest, donc qui va donner le hashtag We Are the Forest. Donc lui, on a commencé sur les mangroves, parce que ça me semblait... symboliquement important de travailler, puisque la mangrove, c'est un lien entre la terre et la mer, c'est 1% de la forêt tropicale, et donc ça a plein de rôles, c'est un écosystème qui est un peu comme la planète Terre, il est puissant, il est fragile en même temps. Donc là, on a fait un premier truc avec Youssoufa et Oumou Sangaré. Là, je viens de finir de produire un titre avec Gaëtan Roussel, donc sur un autre projet. Voilà. Sur le prochain programme, il y aura One Song, One Earth, donc qui est le programme un peu... mais on ne va pas le mettre en place tout de suite parce que ça demande des moyens, comme l'a dit tout à l'heure Valérie très justement. Produire, ça demande des moyens. Voilà, donc ça sera sur la biodiversité et ça va étendre un petit peu ce qu'on fait parce que je pense que ça peut être une marque de fabrique, le travail qu'on fait sur la bioacoustique, c'est-à-dire sur l'intelligence du vivant, avec les sons des animaux. Et tout le travail, c'est un peu comme ce qu'on a fait sur ce film-là. En fait, moi, quand j'ai fait la direction artistique de ce film, je voulais qu'on arrive à faire un vrai clip et pas un documentaire animalier. Donc c'est pareil, il faut arriver à créer des morceaux avec le rap, avec l'électro, avec même la musique classique, puisqu'on a quelques projets avec la musique classique, qui soient des morceaux qui touchent le plus grand nombre et qui ne soient pas des morceaux où on a l'impression d'avoir une bande-son de bruit du vivant, quoi. Donc voilà, donc ça c'est les 3 projets. Et si on y arrive, si on arrive à faire tout ça, eh ben évidemment, on ne peut pas dissocier l'écologie de la société. L'écologie, c'est la science de la maison, donc on ne peut pas administrer la maison en la détruisant, très clairement. Donc, si vous voulez, si on va plus loin, j'ai essayé par exemple de travailler avec Ferris Barka de Banlieue Climat
on n'a pas encore réussi à faire un titre, mais voilà, tous ces sujets ont des impacts sociaux très très forts. Lampedusa, il y a 25 ans, c'était déjà la guerre de l'eau, c'était déjà le manque d'accès aux ressources, mais nous, on ne le voyait pas ici. Mais en fait, les gens qui arrivaient d'Éthiopie, ils avaient déjà des problèmes de survie liés au dérèglement climatique qui touche la planète Terre depuis bien plus longtemps. D'ailleurs, on a un vrai problème sur la temporalité, c'est-à-dire sur le vrai sujet aussi sur lequel on travaille beaucoup, c'est la pérennité des messages. L'être humain fonctionne cognitivement sur la répétition et sur le mimétisme. Donc sur le mimétisme, je laisse le cinéma, les jeux vidéo et faire tout ça, mais sur la répétition, le son, bon, les oreilles n'ont pas de paupières, est immatériel. Et en fait, quand on balance un premier message, alors nous, la première chose qu'on a fait, je te donne un petit truc, Valérie, pour toi. La première chose qu'on a fait quand on a voulu produire, c'est qu'on a fait un deal mondial avec un distributeur. Voilà, c'est la première chose à faire. Donc on a un distributeur mondial qui s'appelle Believe, qui nous prend pas d'argent quand on diffuse, et ce qui permet en fait de redonner l'argent aux associations pour qu'elles puissent faire leur travail sur le terrain. Et donc voilà, donc les projets c'est ça, c'est les 3 écosystèmes, et puis après aller vers du plus social. C'est-à-dire que en fait moi j'ai pas de problème par exemple, quand il y a ICOP chez Total, à apprendre. D'ailleurs, j'ai essayé de travailler avec le collectif ICOP. On n'a pas réussi à mettre en œuvre encore le projet parce que j'avais un rappeur très très connu que j'ai essayé de convaincre, mais c'est encore compliqué de les convaincre. Voilà. Je crois qu'il y a un micro juste ici. C'est une question pour Valérie Zoido. Oui. C'était pour savoir, donc les projets, si j'ai bien compris, à partir des contributions citoyennes, il y a des bibles, des bibles qui ont été créées, et je me demandais, c'est des bibles de quoi? C'est des séries, c'est des films, c'est pour quel support? C'est de la prise de vue réelle? Comment ça marche? Alors, il s'agit de 5 bibles, 4 scénarios donc c'est des fictions, hein, donc 4 scénarios de séries pour la télé, et un film d'animation, donc plutôt style Miyazaki, et donc il y a vraiment une dimension internationale. Et donc c'est pour ça que je rejoins Olivier sur son tips. Donc là, je suis aussi international au sens... Au niveau de la prod, au niveau de... Oui, il y a un potentiel international. Alors, pour vous dire, par exemple, voilà, vous racontez un peu ce qui se passe dans le off. On a rencontré TF1 puisque c'était nos partenaires, et c'est vrai que quand on a pitché les projets, bon, il y en avait un qui les intéressait beaucoup, et les autres, ils étaient très intéressés, mais on l'a beaucoup fait à l'américaine, puisque c'était populaire, c'est très en mode blockbuster, justement, et donc des séries style, je ne sais pas si vous connaissez Sense8, voilà, des sœurs Wachowski, qui est vraiment intéressant, c'est un vrai nouveau récit, ou des séries comme Manifest ou The OA, d'ailleurs que je vous recommande, j'adore, je suis complètement fan. Et en fait, les Français, ils ont peur... Oula, j'ai Siri qui arrête pas de s'exciter, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, en fait, en France, à l'exception de Vortex, qui sur France Télé, qui était une super série aussi, je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient vu, mais on peine encore un peu à aller vers ces récits-là qui parlent de physique quantique, de multidimensionnalité, de spiritualité laïque. On va y arriver, mais en tout cas, voilà. Et pour le coup, ça se fait pas mal à l'international. Et donc voilà, donc TF1 m'a conseillé d'aller voir Netflix UK, ou Netflix... j'ai du mal, hein. Excusez-moi, je suis vraiment fatiguée. Ou Netflix US. Et donc, du coup, effectivement, je suis en train de plutôt en pourparler avec l'étranger. Donc on verra bien. Voilà. Ok. Et j'ai peut-être une question un peu tiroir. Moi, je viens de la bande dessinée. D'accord. Et on n'a pas du tout évoqué ce média-là dans cette conférence. Du coup, est-ce qu'il y a une réflexion alors peut-être dans l'Assemblée des imaginaires ou de manière générale sur ce média? Tout à fait. Déjà, la bande dessinée, c'est un super support. Alors, moi, je ne connais pas les chiffres dans l'édition, mais j'ai l'impression que c'est un secteur plutôt dynamique, et surtout en France. Je pense notamment au Festival d'Angoulême, donc je pense qu'on est assez... Valérie Martin, ça faisait partie aussi un peu de... Je me range derrière toi. Non, mais ça faisait un peu partie des intentions et des élans aussi de Valérie, qui était de promouvoir
tous les supports. Et donc, comme tu l'as dit, les jeux vidéo, mais aussi la bande dessinée, les podcasts, voilà, tout ce qui peut finalement nourrir des imaginaires. Et évidemment, il n'y a pas que les écrans, loin s'en faut. Et la BD, c'est un support qui est magnifique et qui parle effectivement aux jeunes, et qui démocratise. Donc vous faites de la BD ? Oui, on peut en parler. Eh ben, n'hésitez pas. Merci beaucoup Valérie. On va devoir clôturer la conférence parce que la prochaine démarre dans 2 minutes. Merci infiniment à vous pour votre présence aujourd'hui. Merci à nos 5 intervenantes et intervenants d'avoir participé à cette riche table ronde. Et n'hésitez pas à rester pour la prochaine conférence sur la mobilité. On en parlait à l'instant. C'est à 18h, donc dans 1 minute. Merci.